Bonjour à tout le monde. Salut Aïna. Hello. On est ravis de t'accueillir ce matin. On va attendre peut-être encore quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. On a déjà pas mal de personnes qui sont connectées. N'hésitez pas si vous voulez à dire dans le chat pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet événement, le temps qu'on commence. Si vous avez envie de nous faire un petit coucou, voilà, le chat est là, il est libre vous pouvez vous exprimer. C'est de la conf, j'imagine, c'est ça aussi, d'après ce que je comprenais. Pardon? Le but, c'était aussi qu'ils puissent poser des questions là ou c'est a posteriori, genre quand Ouais, je... tout à fait. Je vais le préciser après. Il y a le chat qui est réservé justement pour poser les questions et pour interagir en direct avec, avec la discussion, quoi. Bon, il est 11h31, je vais commencer tranquillement. Donc, merci beaucoup, Aïna, d'être là. On est ravis de t'accueillir. Nous, c'est le dernier webinaire de la saison qu'on anime avant les grandes vacances, avant l'été. Donc, on est super content de faire ce webinaire avec toi. Et du coup, c'est notre dernier webinaire sous la thématique donc le vivant inspire l'entreprise. Voilà, donc on va aujourd'hui parler du biomimétisme. Et donc, pour nous, c'est vraiment cette thématique tombe à pic dans le sens où le biomimétisme, tu vas nous en parler pendant toute cette heure, mais c'est vraiment cette science qui s'inspire du vivant pour à la fois résoudre des problèmes humains, mais aussi pour s'inscrire peut-être dans le cadre des limites planétaires et pour s'inscrire en cohésion avec le reste du vivant. Donc, ça vient parfaitement clôturer cette série de webinaires qu'on a commencé en octobre dernier. Donc voilà, on est super content de t'accueillir. À la fin, je vais le repréciser, mais à la fin, on aura un temps de questions et de réponses à la fin du webinaire. On vous enverra aussi le replay par mail dans l'après-midi si vous voulez le revoir. Et voilà, on va pouvoir commencer. Peut-être un petit mot sur nous, sur ce qu'on fait, sur Rivage, pour celles et ceux qui nous connaissent pas et qui assistent pour la première fois à nos webinaires. Nous, notre mission, donc Rivage, ça fait un peu plus d'un an qu'on est créé. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les entreprises et d'embarquer les directions et les collaborateurs dans leur transformation écologique autour de la question du vivant. Donc, toutes nos approches de transformation, de conseil, de sensibilisation se font sous cet angle du vivant. Et donc là, parler du biomimétisme, ça tombe complètement à pic. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on organise aussi nos webinaires. Un petit instant auto-promo, on va vous parler, nous, d'un produit qu'on a sorti en début d'année qui s'appelle l'atelier Suivez la piste du vivant. Je vous en dis 2-3 mots ici parce que ça a son rôle à jouer aussi dans le cadre des entreprises. C'est un atelier qu'on a conçu un peu sous le même format que les fresques. C'est un atelier de 3 heures à destination des directions et des collaborateurs dans lequel on invite les participants et les participantes à comprendre les liens d'impact et de dépendance qui existent entre les organisations et les écosystèmes. Et c'est un atelier dans lequel on mobilise à la fois la réflexion, la créativité, l'action, à l'issue duquel on ressort aussi avec des pistes d'action pour se mettre en action dans son métier, dans son organisation, vers la voie de la préservation du vivant. On vous en dira encore 2-3 mots à la fin du webinaire, mais on organise une réunion d'information en septembre, le 18 septembre. Et on vous enverra le lien si vous voulez, le lien d'inscription si vous voulez y participer. Au programme ce matin, donc on a 1 heure ensemble, Aïna. On va voir pas mal de choses. La première chose, c'est que déjà tu vas nous parler de toi, te présenter ton parcours. Ensuite, on va passer en revue ce que sont les principes du biomimétisme et passer en revue les 3 principaux aspects qui existent et qui définissent et qui illustrent le biomimétisme. On va voir ensuite en quoi le biomimétisme et la démarche biomimétique peut être un atout pour l'entreprise. On va aussi aborder les limites et voir est-ce qu'on peut s'inspirer à 100% et tout le temps du vivant pour clôturer sur une partie un peu plus peut-être concrète pour permettre aux personnes qui nous écoutent ce matin de savoir comment est-ce qu'elles pourraient entreprendre une démarche biomimétique dans leur organisation, dans leur métier,
demain, après-demain ou sur une durée un peu plus longue, quoi. Et je vous l'ai dit juste avant, on a une partie questions-réponses à la fin. Eina, on est super content, je le redis parce qu'on est vraiment ravis de t'accueillir ce matin. Une petite tradition qu'on a, nous, dans tous nos webinaires, c'est qu'on pose à chaque fois la question à nos intervenants et intervenantes du rapport qu'elles entretiennent avec le vivant. Donc, je te pose cette question, Eina. Quel est le rapport que toi, tu entretiens avec le vivant ? C'est plutôt un mélange de différentes composantes. Je dirais que c'est quand même un beau mélange entre la question de l'émerveillement. Moi, le vivant a cette capacité à m'émerveiller depuis toujours, mais aussi un peu de responsabilité. Et en fait, le fait d'avoir grandi, je pense, entre deux cultures, moi, je suis issue d'un métissage franco-brésilien. Ma mère était française, mon père était brésilien. J'ai vraiment connu les deux biodiversités, les animaux domestiques et les pigeons à Paris et plutôt la biodiversité brésilienne de l'autre côté. Et peut-être que j'ai un peu développé ça assez jeune, ouais, le côté émerveillement et responsabilité. J'ai l'image d'une femelle lamentin qu'on avait rencontrée quand on était dans la maison de campagne au Brésil, qui était réintroduite dans la région d'Alagoas au Brésil, puisqu'il y avait une tension sur cet animal, et on nous l'avait présenté entre guillemets un matin très tôt avant que tout le monde arrive sur une plage qui était souvent bondée le jour. Et déjà jeune, on nous avait demandé de pas trop en parler ou de venir l'appeler, parce qu'on pouvait l'appeler en tapant à la surface de l'eau pour qu'elle vienne. Et j'ai ce sentiment d'être à la fois fascinée, enfin elle me faisait un peu peur parce qu'un lamentin c'est énorme en fait, ça ressemble à une grosse pierre avec deux trous sur la tête, d'avoir à la fois peur, d'être fascinée par sa présence immense, et sentir aussi que j'étais responsable d'elle, que si on ébruitait trop sa présence et que les personnes venaient toutes à l'appeler, en fait, on se retrouvait potentiellement à la mettre en danger. Donc, j'ai l'impression que ça, je l'ai un peu gardé, cette envie d'émerveiller et de mettre les personnes dans cette relation avec le vivant, de fascination, tout en ayant conscience du fait qu'on est responsable aussi de leur bien-être aujourd'hui. Ok. C'est intéressant parce que c'est pas la première fois qu'on a un retour d'expérience qui illustre le rapport qu'on a avec le vivant et qui est né durant l'enfance, quoi. Et j'ai l'impression que c'est souvent, enfin, c'est quand on est enfant qu'on comprend assez facilement ce rapport qu'on entretient avec le reste du vivant, et que c'est ça qui crée aussi cette prise de conscience aussi à l'âge adulte. Moi, c'est mon cas aussi, donc et c'était le cas de pas mal d'autres. Ouais, puis qu'on perd un peu avec le temps quelque part cet émerveillement d'enfant qu'on s'autorise tous à avoir enfant. Je sais pas te dire, j'ai pas forcément les données pour te dire d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'on le perd, et c'est vraiment un de mes objectifs souvent, c'est de recréer cet émerveillement proche de celui qu'on a enfant devant un cochon, un chien, un pigeon. Je peux voir un enfant bugger devant un pigeon et l'observer des heures, parce qu'en fait, même un pigeon est fascinant. Ouais, carrément. Trop bien. Mais écoute, merci pour cette intro. Maintenant, peut-être qu'on peut attaquer dans le vif du sujet aussi. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à t'intéresser au biomimétisme aujourd'hui. Écoute, moi, j'ai vraiment un crush depuis l'enfance pour les primates. À la base, j'étais très, très obsédée par les singes. J'avais fait des études de biologie pour mieux étudier la faune et la flore. Et en fait, très tôt dans ton parcours universitaire, on te demande de choisir un peu entre bio-animal, bio-végétal, microbiologie. Tu as un peu besoin de scinder les mondes et les règnes du vivant. Ça a déjà créé une forme de torture à l'époque, de me dire, mais alors, du coup, je vais devenir spécialiste de quoi, de quel règne. Et j'ai finalement choisi le végétal pour le côté application et métier. Je me suis dit, je vois une application possible, travailler sur le végétal pour découvrir des principes actifs, etc. Ça me paraissait plus facile à comprendre en termes de métier. Donc, j'ai choisi cette voie-là. Et j'ai pu raccrocher beaucoup plus tard et un peu réconcilier tout ça. Parce qu'à l'époque, donc j'ai commencé par de la recherche académique, puis de la recherche privée pour un laboratoire de recherche sur les principes actifs. Et finalement, c'est à une expo du Muséum d'histoire naturelle que j'ai eu un peu un déclic sur la question des règnes qui se croisent dans la recherche appliquée, grâce à une expo sur les primates, parce que je continue d'y aller, et qui parlait de zoopharmacognosie. La zoopharmacognosie, c'est la capacité des animaux à se soigner avec des plantes.
Et à partir de là, quand j'ai découvert ce champ de recherche, ça devait être il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à poncer le sujet, moi, à le creuser, à voir si je pouvais pas l'amener en entreprise. Puisqu'on travaille sur le végétal et des extraits végétaux, est-ce qu'on pourrait pas demain faire des actifs qui s'inspirent de la manière dont les animaux se soignent avec les plantes? Okay. Au début, clairement, j'ai eu un gros non de la part de ma direction qui m'a dit c'est très mignon les singes, mais non, on va pas faire des actifs inspirés des animaux, c'est pas franchement notre ligne directrice. Et c'est plutôt au bénéfice d'un changement d'équipe, d'un rachat, d'une nouvelle opportunité de direction que j'ai resoumis l'idée, mais cette fois-ci avec un peu plus de matière sur le plan des preuves de concept qu'on avait sur un cas donné qui était le gorille et la maniguette, la graine de paradis. Et là, ce projet a été accepté en interne et à partir de là, le biomimétisme est devenu un peu un thème phare, s'inspirer de la nature au sein de la recherche pour cette entreprise-là et j'ai pu creuser un peu le sillon et amener d'autres sujets. Ok, donc la zoopharmacognosie est un exemple de biomimétisme. Alors, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans les considérations, à moins que ça te fasse une transition parfaite, mais pour le coup, avec du recul, c'est à cheval entre la bio-inspiration et le biomimétisme. En tout cas, ça part du principe d'observer le vivant et d'en faire une innovation. Mais si on allait chercher dans les subtilités, j'en ai beaucoup parlé avec les gens de la méthodo dans différents organismes, on est sur un cas de figure où clairement on s'inspire de la nature, mais c'est ce qu'on verra dans la question des concepts normés. Ouais. En fonction de l'angle qu'on prend dans la zoopharmacognosie, dans quel sens tu situes ton processus de recherche, tu es dans un cas ou dans l'autre. Ok, ça marche. Écoute, super. On va faire cette transition maintenant pour rentrer dans le vif du sujet et parler des principes du biomimétisme. Quand on a préparé cet échange, Aina, on échangeait sur différentes définitions qui étaient posées par différents organismes. Est-ce que toi, tu as envie de nous donner la définition, toi, qui te semble la plus juste, et nous expliquer en quoi consiste le biomimétisme? En fait, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, tellement c'est une question qui agite beaucoup les personnes qui travaillent dans ces domaines de recherche. Ce que je dirais qui est important à retenir, c'est que c'est des concepts qui sont normés et qu'aujourd'hui, on a tendance à parfois utiliser un mot pour l'autre. Pour la faire le plus court possible, mais le plus précis, biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature, innover durablement, avec cette notion de durabilité et d'impact positif ou au moins pas négatif sur le vivant. Bio-inspiration, on est sur une approche plus créative où on s'inspire de la nature, mais sans forcément avoir en ligne de mire cette question d'impact ou de durabilité. On peut avoir des idées absolument incroyables en observant le vivant et elles peuvent ne pas être vertueuses. Donc, c'est là que la subtilité peut rentrer en compte. Donc, tu regardes par exemple Gaudi, lui, il faisait de la bio-inspiration. Ce fameux chef-d'œuvre qu'il a fait, la Sagrada Familia, est vraiment inspiré de la nature sans pour autant qu'il y ait une vision durable dans son œuvre. Et au milieu, tu vas avoir des autres concepts qui sont un peu à cheval, qui vont être la bionique, où là, on va remplacer, on va dire, le vivant par des outils, et la biomimétique, qui là va être un peu plus sur une approche de résolution de problèmes, sans impliquer toute cette méthodologie dont je t'ai parlé avant. Donc, les gros mots qu'on entend aujourd'hui, c'est biomimétisme et bio-inspiration. Globalement, ils sont intrinsèquement liés, sauf que dans un cas de figure, tu as une démarche et une approche qui est plus exigeante sur le plan de la méthodo et de l'impact. Et la bio-inspiration englobe encore plus de concepts. Okay. C'est pas si clair, n'hésite pas à me refaire formuler. Ouais, non, mais je vais rebondir sur ce point-là parce que tu me disais que justement, pendant qu'on préparait ce webinaire, que historiquement, on avait tendance à faire surtout de la bio-inspiration et que ce concept un peu plus profond de biomimétisme que moi, qui m'a aussi moi pas mal interpellé dans les travaux de Lynn Margulis, où elle définit aussi elle apporte justement ce côté elle apporte ce principe du biomimétisme en soulignant le fait que la nature est maîtresse en quelque sorte et que du coup on s'inspire de la nature pour résoudre des problèmes humains entre guillemets. Mais qu'elle apporte aussi cette nouvelle façon de considérer et d'apprécier la nature. Elle apporte aussi ce côté de réciprocité et de respect envers le reste de la nature
qui caractérise, du coup, de ce que je comprends bien et de ce que tu dis, les principes vraiment du biomimétisme, au contraire de la bio-inspiration qui s'arrête vraiment juste à l'inspiration et où il n'y a pas ce côté respect, quoi. Pas vraiment dire. Enfin, ce qui est compliqué, c'est que du coup, ça crée parfois une hiérarchie de l'expliquer comme ça, même si tout est juste dans ce que tu as dit. Parfois, j'entends des industriels me dire, ah non, nous, on veut pas faire de la bio-inspiration, on veut faire du biomimétisme. C'est un peu le côté hype de toute cette approche. Quelque part, la bio-inspiration n'est pas forcément l'inverse de vertueux, c'est juste que ça n'est pas le sujet au moment de créer, au moment de la conception d'un projet bio-inspiré. Il n'y a pas forcément en ligne de mire cet impact sans que ce soit forcément cracra hein, pour l'environnement. C'est vraiment deux approches complémentaires. En revanche, là où c'est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est la notion on va dire, d'utilitarisme. On reproche parfois aussi à ces approches d'être en train d'utiliser le vivant et de vouloir juste extraire la connaissance de ce règne sans rien rendre en retour. Honnêtement, quand on regarde les projets qui s'inscrivent dans la norme du biomimétisme, c'est un peu tout l'inverse. On est vraiment dans cette réflexion à ne jamais finir dans cet écueil-là et d'utiliser la nature et de créer une hiérarchie dans le vivant. Donc, okay. Mais c'est tout à fait des sujets chauds. Tu as régulièrement le CBIOS, le Muséum, l'IFS qui se publient sur ces sujets-là, sur comment est-ce que cette approche doit respecter les contours et être le plus vertueuse possible. C'est en tout cas dans l'ADN même du biomimétisme. Ok. Et toi, tu sens que dans la considération des entreprises et des entités et des personnes qui s'approprient le sujet aujourd'hui, ça tend beaucoup plus vers ce niveau supplémentaire qui est aussi de respecter le vivant. Est-ce que tu sens une évolution de ça ? Oui, en fait, c'est drôle parce qu'au début, tu avais l'impression, j'ai beaucoup entendu cette phrase de « Ah, mais tout le monde en fait du biomimétisme, pourquoi on en fait ? C'est juste un nouveau mot à la mode. » Un peu cet agacement ambiant. Et en fait, dès que les personnes mettent les mains vraiment dans ces subtilités et comprennent quels sont les champs respectifs, là, on a effectivement un changement de paradigme et les personnes veulent souvent se former et avoir vraiment une démarche beaucoup plus approfondie que ce qu'elles n'avaient. Parce que la bio-inspiration, effectivement, tout le monde l'a toujours fait. Nos ancêtres s'inspiraient déjà du vivant. On pense que certains de nos rituels médicinaux sont directement issus de l'observation des animaux qui se soignent. Enfin, on sait que la bio-inspiration, ça fait partie de notre culture humaine depuis toujours. Le biomimétisme, effectivement, vient mettre ce cran supplémentaire et les entreprises, une fois qu'elles comprennent qu'il y a cet enjeu-là, mais pas uniquement pour la communication, mais aussi pour aller plus loin dans cette capacité à innover, il y a souvent un changement de paradigme. Mais ça commence parfois par une forme de scepticisme ambiant, de raillerie de ce que serait ce sujet-là. Okay. Et souvent, il s'agit d'une conférence, d'un événement comme Biomimexpo, d'être confronté au sujet de manière plus profonde pour voir qu'on est en train de passer à un niveau supérieur et que c'est dans l'intérêt de ces entreprises de s'y adosser bien, de pas juste mettre le petit nœud rose à la fin du projet pour mettre le tampon bio-inspiré au biomimétisme, mais de le faire dès le début d'un démarrage de projet de recherche. Ok, très sincèrement. Enfin, il y a un vraiment. Enfin, moi, je ressens dans ce que tu dis vraiment un enjeu d'ADN quelque part, quoi, de raison d'être au cœur de l'entreprise, quoi, pour qu'elle puisse. Voilà quoi. Super. Écoute, on a dessiné un peu les jalons de ce que sont les principes du biomimétisme. On va peut-être rentrer un peu dans le concret maintenant. Et quand on préparait justement ce webinaire, on discutait un peu de comment est-ce que on pouvait mettre en application le biomimétisme et comment le biomimétisme pouvait être mis en application dans les différentes sphères de la société, on va dire. Et du coup, on en a identifié. Enfin, moi, quand j'ai préparé, j'en ai identifié 3. On va pouvoir les aborder maintenant. Et on va peut-être commencer par la partie application pour l'environnement. Peut-être un point de précision que je te laisserai, peut-être que je pourrais te laisser rebondir dessus, c'est que on a tendance, en général, à toujours mettre en priorité les applications pour la technologie du biomimétisme. On va le voir après. Peut-être que toi, tu peux rebondir sur le fait qu'il y a aussi cet enjeu de ne pas l'illustrer que par la technologie, mais de l'illustrer par d'autres rapports, quoi.
Ouais, tout à fait. En fait, quand tu penses au biomimétisme, quand on parle de star du biomimétisme, tu as donc le velcro. Pour ceux qui ne connaîtraient pas dans cette salle, c'est ce fameux scratch qui a été inventé avec le chien d'un ingénieur qui revenait toujours rempli de poils, ses poils remplis de bardane, et le chercheur a identifié les crochets qui lui ont amené à faire ce fameux scratch velcro, vel pour velours, cro pour crochet de la plante. Ça, les stars du biomimétisme, c'est souvent des stars de la tech, en fait, on va dire de la dimension technologique du biomime. Et quelque part, on a moins d'exemples stars pour la partie environnement et sociétale dont tu parleras après. Pour vraiment introduire sur la notion d'environnement, pourtant, c'est elle où on pourrait presque englober le plus d'éléments, puisque comme je te le disais, c'est intrinsèque à cette définition d'être en faveur d'un impact positif sur l'environnement. Là, dans les exemples que je vois là, notamment à l'écran, tu as l'exemple de la termitière avec l'église qui a été faite notamment au Sénégal par un architecte, Nicolas Vernutello, qui est vraiment très, très impliqué dans cette démarche. Et effectivement, la termitière, si tu regardes, elle a cette capacité à être construite en hauteur avec des endroits, des systèmes de ventilation qui permettent aux termites de rester frais, au frais pendant des journées très chaudes. Et toutes l'église, mais d'autres structures architecturales se sont inspirées de ce principe de la termitière pour créer une forme de ventilation naturelle, même dans des températures très très hautes. Et ça évite de mettre de la clim ou de dépenser de l'énergie pour aller refroidir ces environnements. C'est extrêmement efficace, très simple, mais très efficace. C'est un mélange entre aération, hauteur et faire en sorte que le vent puisse circuler. Okay. Là, c'est un exemple très courant. Tu en as aussi pour la captation de l'eau. Tu as des chercheurs qui regardent, par exemple, je pense à un projet que j'avais soutenu il y a quelques années à partir du Moloch hérissé. Je ne sais pas si tu vois à quoi il ressemble. C'est une espèce de lézard. Tout le monde le trouve moche. Moi, je le trouve assez mignon. Il a plein de pics à sa surface. Il vit en Australie et il avance comme ça un peu par à-coups. Et en fait, sa peau est recouverte de plein de reliefs qui captent l'eau. Comme des écailles un petit peu? C'est comme des écailles, mais c'est pas vraiment des écailles parce qu'elles sont pas imbriquées comme on appellerait ça une écaille, mais c'est comme des micro reliefs à sa surface. C'est sa peau qui est assez rigide. Et c'est une alternance de grands et de petits pics qui font que l'eau de l'air est captée par ce lézard. Et on dit qu'il ne boit pas par la bouche, mais par la peau, bien que par capillarité, au final, ça passe bien jusqu'à l'organe, enfin, à la bouche, mais il capte l'eau par la peau, entre guillemets. Okay. Il y a aussi de scarabées en Namibie qui sont aussi capables de ce genre de prouesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, la recherche regarde comment on pourrait combiner les deux approches. Là, il y a un projet qui s'appelle Molokan qui regarde typiquement comment allier ces deux capacités chez les animaux à capter l'eau dans l'air pour en faire des îlots de fraîcheur dans le mobilier urbain, par exemple, de nos villes quand elles vont malheureusement souffrir de la chaleur. Ok, hyper intéressant. Et donc, il y a vraiment cet objectif quand on illustre le biomimétisme en application pour l'environnement, de résoudre des crises, enfin d'atténuer les crises environnementales, on va dire, ou pas de résoudre des crises environnementales, mais de s'adapter aux problèmes environnementaux en s'inspirant du vivant, notamment pour climatiser des endroits ou pour mieux capter l'eau dans le cas où il y aurait des précipitations qui seraient moindres, etc., quoi. Exactement. En fait, on est à un carrefour où il faut à la fois éviter d'accélérer la machine telle qu'elle est en train de partir et à la fois trouver des solutions à ces pics de chaleur, ces pénuries en ressources qu'on va tous rencontrer. Donc, on est effectivement à ce carrefour où il faut à la fois ménager la machine, mais aussi trouver des solutions dès que les premiers problèmes vont s'imposer à nous. Ouais. Et là, le biomimétisme est généralement assez intéressant pour amener cette double approche. On préserve en même temps qu'on apporte des solutions à des problèmes qui sont déjà en train de pointer le bout de leur nez. Ok, c'est cet éternel sujet entre adaptation et atténuation, quoi. Toujours. Exactement, sachant que là-dessus, tu sais, je pense que c'est pas toi que je vais l'apprendre pour le coup en termes de biodiversité. On sait que les espèces, il y en a plein qui sauront s'adapter à. On aura des survivants si tout ça s'emballe. La question est plutôt de savoir comment
permettre, même en termes de temps, à ces espèces de le faire comme elles le font dans l'évolution naturelle des choses, de s'adapter, puisque évidemment que notre Terre a connu plein de conditions différentes et qu'à chaque crise, on a eu des espèces qui s'en sortaient quand même. Mais l'objectif, c'est évidemment d'éviter cette crise sur laquelle on est 100% responsable. Et enfin 100%, allez, je vais me faire des ennemis, mais on est en grande partie responsable. Et de trouver des solutions en observant la nature. Ok, super. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat. Alors, Karine avec un K, on va vous envoyer le lien de l'atelier à la fin du webinaire. Et Karine avec un C qui demande quel est le matériau de construction de l'église. Tu sais, Aïna, ou pas, qui a été utilisé? Alors, je sais que Nicolas travaille sur des biociments pas mal aussi. Il essaie d'avoir à la fois l'inspiration au moment de créer la structure et au niveau des matériaux, il se pose souvent la question des biociments. Il m'avait montré quand j'étais venue l'interviewer. J'étais venue l'interviewer pour un podcast sur justement l'architecture bio-inspirée et il m'avait montré les briques qu'il utilise. Est-ce que c'est ce genre de briques qui a été utilisé pour cette construction qu'on a sous les yeux? Je préfère pas m'avancer. En revanche, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait aussi une inspiration d'un animal marin, une sorte de coquillage. Et là aussi, c'était une double inspiration, termitière plus ce coquillage qui, en plus, dans mes souvenirs, était local. Okay. Et connaissant l'architecte qui est derrière, normalement, toute la chaîne, étudier la chaîne de valeur d'une construction jusqu'au choix des matériaux. Ouais. Okay. Lui, là, on crée une église from scratch, mais quand il travaille sur de l'urbanisme notamment, il va plutôt réfléchir à la rénovation avant de créer de zéro. Enfin, il est assez complet dans son écriture de projet. Ok, trop bien. Super. T'as commencé à l'aborder au tout début, les applications maintenant pour la société. Si tu veux en parler un petit peu, en quoi est-ce qu'on peut s'inspirer du vivant, du reste du vivant, pour nos manières d'habiter ensemble et nos manières de régir une société? Moi, c'est un des sujets qui me plaît le plus au final, la dimension sociétale, parce que c'est un peu celle qui a été très mise de côté pour des questions, pour pas faire tomber toute la discipline dans une dimension trop poétique. Pendant longtemps, j'ai l'impression qu'on s'autorisait pas à dire ouvertement qu'on pouvait s'inspirer de la nature pour améliorer nos sociétés, puisque comme on vient de le voir, c'est moins facile à faire comme lien que pour l'environnement ou la techno qu'on verra plus tard. Moi, ce qui est sûr, c'est que je trouve que c'est finalement une des approches les plus complètes parce qu'on peut aller regarder comment se comportent les animaux et nous en tirer des conclusions sans tomber dans l'anthropomorphisme ou l'anthropocentrisme. Tu sais, c'est souvent ce qu'on reproche aux gens qui s'inspirent de la nature, c'est de projeter nos propres émotions ou nos propres vies sur une autre espèce. Moi, si je te cite des exemples qui m'inspirent au quotidien, il y a l'exemple, là, c'est le diamant mandarin que tu as mis effectivement à l'écran. C'est par exemple la notion d'éducation. Le diamant mandarin éduque ses petits pour un champ très important pour eux, le chant justement. La manière dont ils doivent maîtriser les sons doit être parfaite puisque c'est ça qui va leur donner accès à la reproduction, à leur vie sociétale, quoi, leur relation au sein d'un groupe. Et donc quand le prof apprend à ses plus jeunes le chant, on va dire qu'il y en a qui sont nommés profs dans ce genre d'espèce, et il a la capacité à lui-même vérifier que son apprentissage est clair, puisqu'il a, on va dire, deux parties dans son cerveau, une qui enseigne et l'autre qui reçoit la leçon, et qui permet d'ajuster en permanence le fait que sa leçon soit claire. Okay. Ça a pas mal fasciné les personnes qui s'intéressent à l'éducation pour voir dans tout ce qui est système de classe inversée. Tu sais, tu peux imaginer dans l'enseignement avoir une capacité à vérifier que ton enseignement est clair. Donc, il y a des études assez intéressantes qui ont été faites là-dessus. Moi, j'aime bien aussi les exemples pour tout ce qui est notion de conflit ou de démocratie. On a le suricate qui est très bon dans la gestion du conflit. On sait que c'est une espèce qui a besoin de rester groupée. Elle est capable d'aller même chasser des cobras. Elles sont assez puissantes en groupe. Okay. Mais ce qui implique que pour que la colonie, pour que le groupe reste soudé, il faut que les conflits soient le moins fréquents possible. Et une des sources de conflit, c'est les différences de besoins au sein d'un groupe. Tu vas avoir au sein d'un groupe de suricates une femelle allaitante, un jeune suricate qui n'ont pas les mêmes besoins nutritionnels. Et si chacun le matin part avec des envies et des besoins ou des sources différentes et que chacun se sépare, le groupe sera moins
soudés face au danger. Donc, il y a une forme de passation qui se fait le matin. Le premier suricate le plus motivé part et le groupe suit, sachant que la deuxième source sera explorée par le groupe le lendemain ou plus tard dans la journée. Et il y a des chercheurs qui ont modélisé ça en labo et qui ont pu prouver qu'en fait, on avait bien, si on en recherche, on met des suricates, un groupe de suricates et qu'on leur donne une source de nourriture différente et qu'on les regroupe, il y a bien cette intelligence, je vais dire ce mot-là avec guillemets plusieurs fois, même si ce mot-là, moi, ne me dérange pas, mais parce qu'on sait que c'est un mot qui peut être parfois décrié, mais en tout cas, cette intelligence pour moi d'aller suivre chacune des pistes pour pas perdre des membres du groupe. Et pour la monarchie, peut-être un dernier exemple, tu as l'exemple du chien africain, qui là aussi a tendance à avoir des chefs. Donc c'est un couple généralement qui gère la meute. Moi, je les appelle souvent les Balkany, parce que c'est vraiment un couple qui décide de tout dans le groupe, sauf qu'en fait, tu as une capacité à renverser ce couple au sein du groupe. Par exemple, si la meute, il y a un membre de la meute qui ne fait pas partie du couple, qui estime qu'on est là depuis trop longtemps sur une aire de repos, et il va pouvoir formuler une demande de partir. Ça va fonctionner par un système d'éternuement. Et si tout le groupe éternue d'une certaine manière, ça voudra dire que même si les Balkany ne sont pas d'accord, le groupe suit la majorité. Et là aussi, en entreprise, j'ai vu des personnes chercher à comprendre comment on pouvait éviter d'avoir des hiérarchies trop pyramidales et faire en sorte qu'il y ait des systèmes de sauvegarde et que des personnes puissent proposer des idées, et si elles sont largement suivies, que la direction en place puisse être obligée de plier à la majorité. Ok. Et on va parler du cas de l'entreprise après, mais est-ce qu'il y a des théories qui ont été posées et qui ont été appliquées justement au cas de la société? Des exemples que tu donnes sont très clairs, mais est-ce que il y a des choses des théories qui ont été posées pour essayer de le mettre en application dans une entreprise ou dans une société? Est-ce que ça a été éprouvé, justement? Alors, je sais que des entreprises ont vraiment clairement mis en place ces outils-là et en font même une politique RH. On voit souvent à la Biomi Expo passer des cas de RH de grands groupes qui se posent la question, des questions aussi fines que ce qu'on a posé là par rapport aux arbres de décision, etc. En revanche, on a peu accès aux résultats parce que je ne sais pas si eux-mêmes mesurent des choses. Je me demande dans quelle mesure on a accès à ces chiffres. Mais c'est clairement un sujet qui est déjà en cours de test dans des entreprises et plutôt des grandes structures. Okay. Un jour, un d'eux va oser dégainer le premier, des résultats, des choses qui permettraient de montrer un impact sur la productivité, l'engagement, ce serait top. Moi, à ma connaissance, on est sur des données qui sont encore un peu empiriques. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'est un champ de recherche hyper intéressant, quoi. Je vois que l'heure tourne un petit peu. On va peut-être maintenant parler de la dernière application, qui est l'application la plus évidente, on va dire, et dont on parle le plus, c'est l'application technologique du biomimétisme. Si tu veux en parler, là j'ai mis sur la slide l'exemple le plus parlant, mais du coup si tu veux, voilà. Ouais, écoute, c'est le plus évident du biomimétisme et c'est cool que tu termines par celui-ci pour une fois. Clairement, le martin pêcheur, c'est par excellence l'exemple avec le Shinkansen, qui est donc le train à grande vitesse au Japon. On s'est inspiré de la manière dont son bec est formé pour aller fendre l'air et gagner, on va dire, en aérodynamisme. Et ça a permis de résoudre pas mal de soucis pour ce train à grande vitesse, que ce soit au niveau du son, on avait une limitation de vitesse, le son qui était assez désagréable pour les voyageurs, voire les questions de pression quand on passait dans un tunnel. Et grâce à ces améliorations qui ont été faites sur le train, on a pu améliorer beaucoup de ces soucis-là. Donc, c'est un peu un des exemples un peu stars, oui, clairement, du biomimétisme, avec le scratch, le velcro dont je vous parlais, ou l'effet lotus, ces fameuses surfaces auto-nettoyantes qui s'inspirent des feuilles de lotus qui rejettent l'eau et qui font qu'on déperle toujours à la surface d'une fleur de lotus. Des exemples là-dessus, il y en aura plein en médecine, dans la conquête de l'espace aussi, tu vois, comme quoi là on est aussi dans un domaine qui est border, mais on s'intéresse par exemple à la santé des astronautes, qui est à cheval entre les deux, l'ours qui est capable d'hiberner pendant des mois sans avoir aucune séquelle sur le plan osseux ou musculaire. Des personnes s'inspirent de sa capacité à éviter la protéolyse, donc la perte de muscle, et on a trouvé des composants qui pourraient aider les humains
soit sont amenés à voyager dans l'espace ou sédentaires à l'hôpital, à éviter cette perte de muscle. On a l'histoire de l'iguane des Galapagos qui a des os qui se réduisent en fonction des disponibilités en ressources. Et là, sur le plan osseux aussi, ça donne plein de perspectives. Donc, d'un point de vue technologie, il y a très peu de domaines finalement qui ne sont pas concernés. Je crois n'avoir jamais été face à un domaine, il y a une industrie qui n'aurait rien à apprendre via le biomimétisme. Ok. Et peut-être pour essayer d'illustrer un propos dont on parlait juste avant, là, le cas du martin pêcheur et du Shinkansen, tu qualifierais ça plus de bio-inspiration ou de biomimétisme? La question piège. Moi, en fait, tu sais que sur tous ces cas de figure, tu pourrais avoir des débats entiers. Pour moi, on rentre quand même dans le cas du biomimétisme. Il est assez proche, en tout cas, de la démarche telle qu'elle est communément admise par la recherche, puisqu'on est en train dans le process d'abstraction, on n'a pas pris une espèce, on n'a pas bio-utilisé une espèce, on s'est bien inspiré d'une de ses composantes vivantes, qui est son bec. Elle a fait l'objet d'abstraction, je te passe les détails, mais c'est ce qui permet de comment s'inspirer d'une partie de la nature sans prendre en intégralité toutes les composantes. Et on arrive à une technologie qui finalement est vertueuse puisque, d'après ce que je comprends, elle permet d'aller plus vite. On est sur une utilisation des ressources réduite et un meilleur confort pour les usagers. Donc, moi, j'aurais tendance à l'admettre vraiment dans la catégorie biomimétisme. Ok, ça marche. Il y a Franck qui nous pose une question. Quelle source d'inspiration dans le vivant de France en biomimétisme pour l'entreprise? Peut-être qu'on pourra y venir après quand on parlera du cas de l'entreprise. Et peut-être, si je comprends bien votre question, Franck, est-ce qu'il y a des cas concrets aujourd'hui d'application dans le monde de l'entreprise C'est des exemples d'entreprise ou c'est des exemples de modèles, peut-être, pour que je puisse affiner ma réponse tout à l'heure. Ouais. Si je peux faire cette précision-là, j'affinerai ma réponse. Ça marche. Franck, je crois qu'il est en train de d'écrire. Super. Du coup, on y vient. On y vient. On a parlé des principes du biomimétisme, comment ils peuvent s'appliquer dans la société, pour la technologie, pour régir nos relations sociales, et pour résoudre des problèmes environnementaux. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, le biomimétisme peut être un atout pour l'entreprise? On a parlé de pas mal de points quand on préparait ce webinaire, Aina. Je te laisse le champ libre sur ça, si tu as envie de commencer par le point que tu veux, quoi. En fait, ce que je trouve assez intéressant quand on fait rentrer le biomimétisme dans les portes de l'entreprise, c'est que c'est un sujet, peut-être pour les raisons qu'on a évoquées au début tous les deux, d'ordre de l'émerveillement d'enfants, mais où les salariés sont souvent très, très, très motivés au fait de voir arriver ce genre de sujet. Je pense à des formations que j'ai suivies ou pour lesquelles j'ai formé, où je voyais des personnes venir de gros groupes pour lesquels ils étaient de moins en moins fiers. Alors, je dis le mot parce que c'est le mot qui me vient, mais pour lesquels il y avait moins de motivation et de sens à leur métier. Et le fait qu'on les envoie en formation sur ces sujets-là, redonner une forme d'engagement et l'impression d'avoir du sens dans leur mission. Donc ça, c'est un peu pareil, ça va être un retour empirique. C'est des choses que je remarque, c'est que souvent, ça mobilise en interne. Moi-même, quand j'ai apporté progressivement plusieurs sujets, je voyais qu'en fait, des personnes que je soupçonnais pas aimer ces thématiques ont finalement réussi à aussi se réapproprier des sujets de recherche par le prisme du biomimétisme. Donc, déjà, je trouve que c'est un atout en termes d'amener les salariés à réfléchir ensemble autour d'un même sujet et de recréer cette forme de fascination, parce que quand on met les mains après dans les cas de figure du vivant qui peuvent nous aider à résoudre un problème qu'on rencontre en entreprise, ça crée souvent une forme c'est souvent teinté d'une forme de belle énergie. En tout cas, dans les équipes, on est rarement en train de se mettre en plein conflit quand il faut choisir un candidat du vivant pour répondre à un souci de l'entreprise. Ça, c'est une première chose. Et pour le coup, je pense qu'aussi, si on voit la dimension, il y a deux dimensions après qui peuvent intéresser l'entrepreneur, les gens qui sont à la tête des sociétés, c'est que on a encore un bel enjeu de communication. Il ne faut pas que ce soit le seul, mais une fois que l'innovation est là, généralement, on a un impact, que ce soit au niveau de la presse ou de l'intérêt du grand public, qui est souvent décuplé. Les gens adorent les histoires inspirées du monde animal, végétal, bactérien.
Donc souvent, c'est un beau levier aussi pour communiquer différemment, parfois sur des choses qui sont pas du tout sexy, pas du tout innovantes sur le principe, mais de rajouter ce volet-là crée une forme ça suscite la curiosité et l'intérêt. Mais tout ceci étant dit, il ne faut pas que ça devienne cette finalité uniquement, puisque on a aussi une capacité à performer et à faire, à trouver des innovations plus performantes que celles qu'on avait avant. Alors, j'utilise le mot performant avec précaution, puisqu'on est tous les deux conscients des enjeux de la robustesse versus performance quand on a écouté Olivier Hamon ces dernières années. C'est-à-dire tout ne doit pas être pour le culte de la performance, mais en revanche, quand on utilise le biomimétisme, on va souvent trouver des nouvelles solutions que celles qu'on avait soupçonnées avec notre mode de réflexion habituel en tant que société. Ok. Donc c'est vrai qu'on va allier la mobilisation en interne des salariés, vraiment booster des enjeux de communication une fois que l'innovation est sur le marché, et sur le chemin avoir découvert des choses qu'on n'aurait pas forcément découvertes sans cette méthodologie. Ok, trop bien. Peut-être qu'on peut donner des éléments de réponse à Franck, s'il existe des modèles aujourd'hui, des exemples de modèles de biomimétisme en entreprise. Tu penses à un exemple en particulier? Ceux qui communiquent le plus dans les domaines que je connais sur ces sujets-là et qui commencent à un peu donner de la donnée, je vais citer, j'en cite deux. Je sais pas si c'est ok, on ne s'est pas mis d'accord. Je peux citer deux entreprises. Ouais, bien sûr. Ouais. Par exemple, Pierre Fabre et L'Oréal sont un peu dans les ou Naos. Voilà, je t'en cite trois comme ça. Si on est, ça fait partie des trois grands groupes qui sont dans le domaine d'hermopharma, qui eux ont vraiment mis en place, en tout cas, une politique biomimétisme bio-inspiré pour embarquer au-delà juste de l'innovation produit, okay. des modèles aussi de management, etc. Par exemple, Pierre Fabre a créé ce qu'on appelle les biomimes relais. Et ça veut dire qu'ils forment régulièrement des salariés qui ne sont pas juste des gens de la recherche et de l'inno. On a des personnes, des RH, des personnes qui sont vraiment dans le management, dans l'achat, les acheteurs, qui sont formés à ça. Et l'objectif, c'est que le biomimétisme transpire par tous les pores de l'entreprise, entre guillemets, en ayant plusieurs biomimes relais. Et ils deviennent chacun des garants ou des ambassadeurs de cette démarche-là dans des domaines bien plus différents que ce qu'on imaginait, qui était jusqu'ici surtout la recherche et l'inno. Okay. Ce genre de système-là est à suivre de près, et dans ce que j'entends, même si encore une fois, on n'a pas forcément de publication de la part de ces groupes qui peut-être ne diffusent pas encore aujourd'hui les données qu'ils ont pu, les indicateurs qu'ils ont pu observer. En tout cas, l'engouement est de plus en plus, moi, encore une fois, une donnée empirique, c'est que moi, dans les Biomime Expo, je vois débarquer des hordes de personnes en entreprise qui ne sont pas du tout des chercheurs, et on sent qu'à leur niveau, c'est des sujets sur lesquels on leur demande de travailler et qu'ils y vont avec joie. Ok, super. Très bien, très bien. J'espère que. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésite pas sinon à affiner si c'était pas. Ouais, je pense que ça répond à la question. Sinon, Franck, n'hésitez pas si vous voulez qu'on reprécise. On a encore un petit temps à la fin. Quand on préparait le webinaire, on a essayé. Enfin, un sujet moi qui m'intéressait, c'était aussi parce que là on parle de tous les bienfaits que peut nous apporter le biomimétisme, comme dans tout principe, comme dans tout concept, comme dans toute science, il y a toujours des limites. Voilà. Est-ce que toi tu peux nous parler un peu des limites et est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'on peut s'inspirer à 100% du vivant? J'aime beaucoup cette question en fait parce qu'elle met le doigt sur une dérive que je peux voir, dérive du biomimétisme entre guillemets, en tout cas des personnes qui veulent s'en inspirer. C'est parfois d'imaginer que du coup le vivant est parfait, tout ce qu'il a imaginé est à prendre à la lettre puisque la nature est parfaite. Évidemment que c'est faux. Évidemment que le vivant est chargé d'erreurs, l'humain et toutes les espèces qui nous entourent sont juste suffisamment performantes et robustes pour être sur cette planète, mais on n'est pas obligé toujours de prendre à la lettre tous ces modèles comme des modèles de perfection. Je pense au cas, tu vois, de la fourmi et de l'acacia. En fait, on a un acacia corne de bœuf qui est en symbiose avec une fourmi. C'est ce qu'on appelle en gros la myrmécophilie, c'est cette capacité pour certaines espèces d'être en symbiose avec des fourmis. Et le problème qu'on peut voir dans ce genre de modèle mutualiste, c'est qu'il se crée une forme de dépendance. Quand tu cites l'exemple, il est assez joli, c'est-à-dire que c'est une fourmi qui protège l'acacia
des mammifères herbivores. Elle va férocement les piquer. On dit que c'est sur l'échelle de douleur, elle est assez haut placée. Ça ressemble à un coup d'agrafeuse quand tu regardes un peu comment est caractérisée cette fourmi. Et si une girafe ou un autre mammifère s'approche trop de l'acacia, ou même d'autres insectes, elles vont le défendre. En échange, l'acacia lui donne ces formes de renflement pour les protéger, mais c'est aussi bourré de sucre et de protéines, donc il y a comme une forme de récompense. Ce qui fait que les deux espèces vivent dans une forme de mutualisme. Mais ce qui se passe, c'est que si le danger est écarté, si pour des raisons tristes, le prédateur mammifère est de moins en moins présent et attaque moins l'acacia, celui-ci va moins faire de récompense pour la fourmi. Et quelque part, la fourmi peut déserter l'arbre. Et quand il y a un retour d'autres herbivores, l'acacia n'est plus aussi bien protégée. C'est des relations que je trouve qui sont tellement spécialisées qu'elles sont à la fois intéressantes et fascinantes parce qu'on voit une vraie symbiose. Mais à créer une dépendance aussi forte, on a aussi le risque d'être d'être plus vulnérable en cas de changement des conditions extérieures. Donc typiquement, ça, se rendre dépendant d'une ressource ou de quoi que ce soit en tant qu'humain, c'est une erreur puisqu'on voit bien la fragilité dans laquelle on rentre quand on nous retire un des éléments de la configuration initiale. Et c'est tous les enjeux de la robustesse aussi, hein, de ne pas être complètement dépendant ou de ne pas complètement être hyper performant sur un point donné, puisque si ce point donné, s'il y a des fluctuations et que ce point donné vient à céder quelque part, ben on est plus c'est tout le système qui peut s'effondrer, quoi. Donc, ok, c'est un super exemple. Très bien. Je vois qu'il y a eu... Ouais, je vais rebondir dessus, c'est des très bonnes questions. Les exemples que tu citais, c'est vrai que moi, je m'engage évidemment, je ne travaille pas pour ces entreprises-là et j'ai aucun intérêt à les citer pour... C'est juste que par contre, si on parle purement de la thématique d'aujourd'hui de biomimétisme, ce sont des entreprises qui ont choisi d'utiliser cette approche-là en interne comme levier. Après, toutes les actions qu'elles mènent en parallèle et leur caractère vertueux à l'échelle de la planète, je suis évidemment pas du tout bien placée, moi, pour me positionner. Je vois passer des mots comme greenwashing. Honnêtement, on parle parfois de biomimewashing. En tout cas, ce terme existe. Je serais très mal placée pour me prononcer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de l'intérieur, pour faire partie de cet écosystème qui met en place les outils et les méthodologies, ces groupes-là se forment. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce que ce sera plus vertueux? Est-ce qu'un jour, on verra des actions plus vertueuses encore de leur part grâce à ces approches-là? C'est vrai que j'ai pas la réponse. C'est souvent un peu le cas des entreprises hein, aussi qui veulent agir sur certains points, sur certaines causes environnementales et même si donc là il y a probablement aussi une volonté utilitariste, mais il y a on voit comme dans la société il y a toujours beaucoup de dissonance hein, entre les actions qui sont faites d'un côté et des actions vertueuses qui sont faites d'un côté, des actions pas du tout vertueuses qui sont faites de l'autre. Est-ce que c'est le propre de l'être humain? J'imagine que oui. Mais là, du coup, on irait peut-être dans des discussions un peu plus philosophiques, mais il y a toujours cette dissonance. Ça pose aussi la question de la manière dont se positionneront ces entreprises-là. Je pense que beaucoup de personnes les attendent aussi encore plus au tournant. Elles ont effectivement un impact et une responsabilité qui est supérieure du fait de leur taille. Donc, il y a effectivement sûrement de leur part un gap à passer sur la cohérence au global pour que ce genre de message soit complètement limpide pour le consommateur et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des actions négatives compensées par du positif. Ouais. Mais j'ai le sentiment que c'est en tout cas de l'extérieur, puisque encore une fois, je ne travaille pas pour ces entreprises-là. En tout cas, la volonté de se former et de comprendre et d'envoyer des salariés par centaines se familiariser avec ces méthodes-là, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'ils font peut-être rendez-vous dans quelques années. Et cette démarche biomimétique peut être aussi une première étape pour aller justement derrière vers une meilleure considération des écosystèmes, vers une atténuation des pressions sur les écosystèmes, pour reprendre l'exemple qui sont cités, de moins utiliser et d'arrêter l'utilisation de produits pétrochimiques, etc., etc. Ça peut être aussi considéré comme une première étape de démarche sincère de l'entreprise vers ces sujets-là.
Ouais, moi j'ai tendance, en tout cas, on en a déjà discuté, ça me parle de nos premières discussions tous les deux, de même faire des conférences dans des lieux où on n'est pas sûr du bien fondé des personnes. Je pense qu'il y a aussi une question c'est pas en empêchant ces grandes structures qu'on estime ne pas être encore au niveau d'avoir accès à cette méthodologie qu'on va améliorer les choses. Donc, Bien sûr. je commence à partir du principe qu'il vaut mieux que le plus de personnes en interne, qui sont les vrais acteurs de l'entreprise, soient mobilisées et engagées pour faire mieux, plutôt que de leur couper, entre guillemets, accès à cette méthode en estimant qu'ils ne sont pas encore des assez bons élèves. Mais c'est ambigu hein, comme façon d'entrer dans le sujet. Ça nous permet du coup d'aborder le dernier grand sujet, hein, c'est que ce sujet d'étape et si aujourd'hui, si là dans l'auditoire, il y a des personnes qui travaillent en entreprise, qui ont envie d'aller sur ces sujets-là, quelles sont les grandes étapes pour commencer à déployer une démarche biomimétique? Par quoi est-ce qu'on commence? Voilà, peut-être que tu peux nous dire quelques mots sur ça. Oui, tout à fait. En fait, je pense que là-dessus, ça va rejoindre ce qu'on vient juste d'aborder, c'est que ça dépend justement de la volonté de l'entreprise en profondeur, les raisons pour lesquelles elle veut utiliser cet outil. Si on est justement sur une vocation à mettre ce fameux petit nœud rose dont je parlais en fin de projet, qui sert juste à mettre une caution verte, on va dire même un nœud vert, pour juste mettre un peu de biodiversité dans un projet qui en soi n'a rien de vertueux, là-dessus, ça va être des étapes beaucoup plus courtes. Il s'agit juste d'envoyer une équipe R&D, de considérer que c'est l'affaire de la recherche. Fais-moi un projet biomime ou bio-inspiré et on le sortira, on le mettra dans le pipe. Souvent, là où je vois que ça fonctionne et qu'on a quand même un impact qui est plus grand, c'est quand on déploie la démarche à toutes les strates. En tout cas, ça commence par là. Et souvent, la direction a tort de refiler ce sujet à une équipe, marketing ou recherche ou inno, puisqu'en fait, si on veut à la fin avoir une cohérence et ne pas créer cette dissonance pour le consommateur ou les personnes qui travaillent dans cet écosystème, il y a besoin que ça soit déjà une volonté des décideurs à un niveau plus élevé, parfois même les investisseurs, s'il y a des investisseurs. Mais c'est pas un sujet, à mon sens, qui doit rester sur la paillasse, au laboratoire, pour juste pouvoir rajouter le petit tampon biomimétisme dans 2 ans. Et là où il y a des vrais succès, c'est justement quand de l'intérieur, on a des entreprises qui choisissent de faire passer à toutes les étapes. Donc, première étape concrète, c'est se former. Souvent, on voit des personnes qu'on laisse un peu se débrouiller. On leur dit vraiment, c'est du vécu au chef de projet innovation, tiens, il me faudrait un projet bien inspiré dans 3 ans. Et on laisse le chef de projet trouver lui-même les ressources, les livres ou les articles pour faire du mieux qu'il peut. Souvent, ça passe par une formation et qui doit se faire de manière plus élargie que juste les équipes en charge de développer. Plus il y a de personnes qui sont concernées et qui contribuent à toutes ces étapes-là tout le long de la chaîne, mieux c'est. Donc, à mon sens, la vraie entreprise de demain qui souhaitera faire du biomimétisme le plus vertueux possible devra s'impliquer au niveau même de la direction. Ok. Et donc se former, quoi. Se former. Première étape, vraiment se former, et même pour les dirigeants, faire des fresques, faire des formations vraiment axées biomimétisme qui sont proposées par l'IFS, le CBio, ça, on manque pas d'organismes qui proposent ça. De calibrer la demande, parfois d'envoyer une équipe entière se faire former avec plusieurs personnes de chaque équipe pour ensuite revenir et renvoyer d'autres personnes. Souvent, ça marche par aller-retour et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est les décideurs voient à quel point la démarche et l'approche peut être clé pour le futur. Et ensuite, on prend le temps de former toutes les équipes jusqu'aux techniciens de laboratoire pour que eux soient familiarisés avec la démarche d'éco-conception qui découle du biomimétisme, etc. Ok. Est-ce qu'une étape pourrait être celle aussi, avant d'aller sur ces enjeux de formation, de travailler sa raison d'être, sa mission d'entreprise, pour justement avoir un objectif de l'entreprise en lien et cohérent avec cette démarche globale biomimétique qu'on aura envie de mettre en place? Excuse-moi, tu peux reprendre ta question, j'étais sur le chat, après je vais revenir. Excuse-moi. Ouais, non, pas de problème. Est-ce que tu penses que une première étape, avant même d'aller former, pourrait être de retravailler sa mission et sa raison d'être d'entreprise pour justement la mettre en cohérence avec cette démarche globale biomimétique qu'on aimerait mettre en place dans son entreprise?
Ouais, tout à fait. Mais souvent, c'est la force de certains instituts comme l'Institut des futurs souhaitables, c'est aussi d'aller combiner cette façon de réécrire la raison d'être de l'entreprise en même temps qu'on imagine les leviers techno ou autres pour y arriver. Et clairement, c'est là où l'IFS est assez puissant, c'est qu'ils ont souvent cette capacité à répondre à différents niveaux de la stratégie d'entreprise. Donc clairement, quand on s'engage dans ce genre, et on le voit là dans les discussions qui sont soulevées, quand on s'engage dans ce genre de démarche-là, si on veut pas directement se prendre un revers, il faut avoir déjà repensé en amont, faire peut-être même un mea culpa sur tout ce qui jusqu'ici n'était pas aligné à la démarche qu'on va prôner ensuite. Reconnaître là où effectivement l'industrie n'a pas été à la hauteur pour embrasser la page suivante. Ok, très clair. Ça marche. On arrive déjà au bout de cette heure. On a un petit moment de questions. Bon, on y a quand même répondu au fil de l'échange, quoi. Donc, si l'auditoire a d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, c'était hyper intéressant. Moi, peut-être que je peux en profiter déjà en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui viennent. Déjà pour partager, Aina, ton podcast BioInspi. Ah oui. Voilà, c'est le moment un peu trop promo, quoi. Ouais. Si je le partage là, si tu veux en dire quelques mots. Oui, moi, c'est un podcast, justement. Moi, mon approche, elle est purement. Je suis scientifique à l'origine, donc mon but, il est vraiment plus de sensibiliser à la fois sur à chaque fois sur un épisode, on part sur un animal ou une plante, sur tous les objets de fascination de recherche qu'on peut identifier. On a un moment où on sensibilise sur la fragilité de cet écosystème pour expliquer comment, de manière concrète, tout le monde peut potentiellement éviter le déclin des ours bruns, participer à la chasse au blob en forêt. Enfin, il y a vraiment cette envie à la fois de raconter une histoire du vivant pendant une dizaine de minutes et à la fin de donner des outils concrets pour que le grand public s'approprie ces écosystèmes et puisse partir à son tour à sa découverte. Ok, bon, en tout cas, il est très cool, je le recommande vivement. Bon, je vois qu'on n'a pas d'autres questions, mais bon, on en a répondu à quand même pas mal pendant le direct. Donc, je vais peut-être vous raconter un peu la suite. Nous, chez Rivage, on anime le prochain webinaire qu'on anime. Ce sera le 17 septembre à midi avec Franz Golt, où on va parler. Il a écrit un livre sur sur la place de la nature en entreprise. Est-ce qu'on peut salarier la nature? Est-ce qu'on peut considérer la nature comme partie prenante? Ou est-ce qu'on peut considérer la nature comme actionnaire? Je vais vous mettre le lien tout de suite. Je vous mets aussi le lien, comme promis, en début de webinaire, de notre réunion d'information sur l'atelier « Suivez la piste du vivant ». Voilà, juste là, sur ce lien-là, vous pourrez aussi télécharger la plaquette de l'atelier. Et puis voilà, et puis je vous mets les liens si vous voulez pour suivre Rivage sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, pour vous abonner à notre newsletter et pour être tenu au courant de nos prochaines actus, de nos prochains webinaires. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Aina. C'est passé hyper vite cette heure. J'aurais bien aimé. Pour vos questions, vos remarques, c'était très intéressant d'avoir aussi tous ces avis. Est-ce que ton TEDx est en ligne? Non, pas encore, Mathis. Ça va pas tarder. Du coup, on a hâte qu'ils soient en ligne parce que j'ai bien envie de le voir aussi. Et voilà. Et nous, on vous envoie aussi le replay du webinaire dans l'après-midi qui sera disponible sur notre page YouTube. Voilà, si vous voulez le reconsulter et aller prendre aussi des différentes notes sur tout ce qui a pu être dit pour mettre en place une démarche biomimétique dans votre métier. Merci beaucoup. Merci Aina, merci à tout le monde. Très bonne journée et à bientôt.